Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de Saint-Étienne. J'espère que vous allez bien malgré ce temps caniculaire. Aujourd'hui, on va parler de toute l'actualité des Verts parce qu'il y en a beaucoup, notamment au niveau du mercato. Ça bouge au niveau des arrivées, il y a déjà une première officialisation. Ça bouge également au niveau des départs, il y a un joueur emblématique de l'AS Saint-Étienne qui est également parti. On va revenir sur ça dans cette vidéo. Et on va parler tout simplement également de l'actualité générale de l'AS Saint-Étienne parce que hormis le mercato, il y a des choses qui sont évoquées, notamment le calendrier de Ligue 2 qui est sorti, le stage qui a été dévoilé à la Plagne, on connaît désormais les dates. On va parler de tout ça dans la dernière partie de la vidéo. Donc je vous propose tout de suite de commencer en parlant des arrivées de deux officialisations du côté de Saint-Étienne. Donc tout d'abord, un joueur que l'on connaît très bien chez les Verts, lui qui a évolué pendant 12 ans à Saint-Étienne entre 2007 et 2019, des catégories jeunes jusqu'à la réserve. Il n'a pas réussi à faire son trou et à évoluer avec l'équipe de Ligue 1. C'est Dylan Chambos qui était parti à 3 rejoindre un certain Laurent Batles, lui qu'il avait déjà connu avec la réserve de Saint-Étienne. Et maintenant que le coach stéphanois, le nouveau coach Laurent Batles, est de retour chez les Verts, c'est le cas également pour Dylan Chambos qui était en fin de contrat avec le club troyen et qui, malgré d'autres propositions, a jugé plus intéressant de venir chez les Verts pour nous aider à remonter en Ligue 1 avec un projet qui est donc assez ambitieux, assez intéressant avec les Verts. C'est mieux que le projet de l'année dernière qui était de se maintenir. Cette fois, il faut donc remonter la pente et tout simplement revenir en Ligue 1. Donc ça montre que les choses commencent à bouger. Normalement, il devrait porter le numéro 14 selon Saint Inside. Qu'est-ce qu'il a fait la saison précédente avec 3? Il a disputé 19 rencontres. Il a été auteur d'une passe décisive. La saison d'avant, il était en Ligue 2 avec le club troyen. Il avait disputé plus de rencontres, 36 matchs et il avait été un peu plus décisif avec un but et 3 passes décisives. Mais c'est un milieu de terrain, ce n'est pas ce qu'on en attend de lui, de marquer des buts, de délivrer des passes décisives. On va voir ce qu'il va faire avec Saint-Étienne. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir Dylan Chambost, qui est quand même un très bon joueur, revenir du côté de Saint-Étienne pour nous aider à remonter la pente. Il a signé un contrat de 2 ans. L'officialisation est intervenue assez tardivement sur le site de l'AS Saint-Étienne. J'avais déjà fait ma vidéo avant, il n'était pas encore officialisé. Finalement là, je tourne la vidéo, on est lundi soir et l'AS Saint-Étienne vient de communiquer sur ce sujet. Il y a désormais quelques minutes. Donc un premier retour, c'est celui de Dylan Chambost. Il y a également un joueur qui a signé son premier contrat professionnel, après l'attaquant Aymen Aki, le jeune joueur de 16 ans qui a donc signé il y a quelques jours. Et on a également eu l'ailier Lucas Kaloda, lui qui jouait latéral avec la réserve et qui petit à petit a eu un rôle plus offensif, celui d'ailier qui a signé avec les Verts. Maintenant, c'est un milieu de terrain, c'est le jeune Louis Mouton, âgé de 20 ans. Il signe donc son premier contrat professionnel avec le club pour une durée d'1 an. Il est au club depuis 2013. Il a cette opportunité de signer son premier contrat. Il pensait que c'était inatteignable, comme il a dit dans une interview à Saint-Étienne. Et désormais, c'est chose faite. Il a signé chez les pros. Maintenant, ça va être difficile, comme il l'a également dit, de montrer ses qualités pour montrer qu'il a tout simplement le niveau pour jouer à Saint-Étienne en Ligue 2. Donc en tout cas, 3e contrat professionnel signé du côté des Verts. D'autres devraient intervenir très prochainement. Ensuite, on va parler des autres rumeurs, parce qu'on en parle depuis pas mal de temps, d'autres joueurs qui pourraient rejoindre Saint-Étienne, notamment l'attaquant Ibrahim Sissoko. L'équipe nous disait que c'était infaisable parce qu'il demandait un salaire de 100 000 euros. Des informations démenties notamment par l'insider Mohamed Toubachter sur Twitter. Selon lui, Saint-Étienne a formulé une première offre pour s'attacher les services du Niortais. Donc il est désormais libre de tout contrat parce que son contrat se terminait en juin 2022, le 30 juin. Donc les Verts voudraient s'attacher ses services. Cette saison avec Niort, c'est 10 buts en 24 matchs. En 2019-2020, il avait marqué 15 buts en 25 matchs. Il a été formé en National 2 à l'Entente Saint-Gratien avant de passer en National par des clubs comme Béziers, Épinal. Il a rejoint Lorient où il a joué 4 petits matchs avant de rejoindre Niort depuis 2019. C'est un joueur qui a surtout connu la Nationale et la Ligue 2. Et ça tombe bien parce que Saint-Étienne n'est plus en Ligue 2. C'est très difficile à se dire que les Verts n'évoluent plus en Ligue 1. Mais il va falloir s'y faire. On est en Ligue 2 et Ibrahim Sissoko a donc reçu une première offre de l'AS Saint-Étienne. Le salaire n'est pas évoqué, mais Saint-Étienne serait sur ce joueur depuis bien longtemps, comme l'a évoqué Mohamed Toubachter aussi, puisque Saint-Étienne avait fait une liste depuis février
en cas de maintien avec des joueurs sur lesquels il voulait se positionner. Et pareil, s'il descendait en Ligue 2, ils avaient fait une autre liste et Ibrahim Sissoko figurait apparemment sur cette liste-là. Donc ça montre également que malgré le fait que Loïc Perrin a été quand même critiqué sur son recrutement lors du mercato hivernal, je rappelle qu'il venait d'arriver à Saint-Etienne, qu'il venait de prendre son nouveau rôle de coordinateur sportif, donc ce n'était pas évident de travailler sur ce mercato. Là, il a pu se pencher plus sur le mercato estival et donc il y a eu cette première offre pour Ibrahim Sissoko. On va voir comment cela évolue. Pour l'instant, bien évidemment, il n'y a rien de fait pour l'instant. Et il y a également d'autres joueurs que l'on parlait qui étaient Giraudon. On avait aussi un autre défenseur, c'était Briançon. Il n'y a pas eu grand-chose d'évoqué depuis quelques jours, mais Saint-Etienne serait toujours sur ces joueurs. En tout cas, aucun journaliste n'a démenti. Les Verts qui recherchent toujours un défenseur central. Je ne sais pas si ça va se faire pour Giraudon et également pour Briançon, mais on peut penser que Saint-Etienne se positionne toujours sur ces joueurs. Je rappelle que je n'ai aucune information. Toutes les informations que je dis, ça vient pas de moi, hein. C'est des informations que je vois de différents journalistes. J'essaie de citer les sources quand je m'en souviens, quand je les vois, mais je fais un peu n'importe quoi. Des fois, je les note pas toutes, c'est pas bien ce que je fais, mais il faut que je m'attache plus là-dessus, que je note vraiment le nom de tous les journalistes, parce que c'est très très important de citer toutes ces sources, mais il n'y a aucune information qui est de moi, vraiment, je vous le dis. Donc en tout cas, voilà pour cette première page concernant les arrivées. Maintenant, on va se pencher sur les départs parce qu'il y en a eu quelques-uns et un qui a été officialisé également aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo pour vous. C'était hier, c'est celui de Romain Mouma. Donc, on va parler des départs maintenant. Donc voilà, je pense que ce départ-là, il fait très mal pour beaucoup d'amoureux des Verts, dont moi. C'était mon joueur préféré à Saint-Etienne. Il est arrivé au club il y a désormais 10 ans. Il le quitte alors que le club maintenant est en Ligue 2. C'est malheureusement le mauvais moment pour voir Romain Hamouma quitter l'AS Saint-Etienne. Il n'a pas pu avoir les adieux qu'il désire. Un joueur qui était trop fragile, trop souvent blessé, mais qui avait une qualité technique, une conduite de balle qui était au-dessus de la moyenne. Comme je le dis souvent, si ce joueur était moins blessé, est-ce qu'il serait resté aussi longtemps à l'AS Saint-Etienne? Je n'en suis pas sûr. Donc peut-être que ces blessures ont été bénéfiques pour nous, entre guillemets, bien sûr. Mais voilà, Romain Mouma, c'est officiel, il quitte les Verts. Il a joué quand même 320 matchs sous le maillot stéphanois pour 62 buts, 48 passes décisives. En Ligue 1, c'est 265 matchs pour 50 buts et 41 passes décisives. Les Verts descendent en Ligue 2. Ça paraît dommage de voir Romain Mouma quitter les Verts alors qu'il avait plutôt une offre de prolongation de contrat, ce qui n'était pas le cas. L'année dernière, on le voyait tous partir et finalement, il avait quand même été prolongé. Et d'ailleurs, sa préparation estivale avait été quand même tronquée. Donc ça peut peut-être jouer également sur ses blessures, même si bien sûr Romain Mouma c'est un joueur qui se blesse très souvent, mais quand on a une mauvaise préparation estivale, ça se ressent également tout au long de la saison. Donc en tout cas, voilà, il s'engage avec Ajaccio qui vient d'être promu en Ligue 1. Il va toujours continuer l'aventure en Ligue 1. Les raisons de son départ, on ne les connaît pas vraiment, j'ai pas envie de lui tomber dessus. Il est dans un club corse, voilà, c'est la Corse, c'est joli, c'est pas pareil que Saint-Etienne. Bien sûr, il va être à côté de la mer, il fait chaud, il fait beau. C'est pas la même chose, il va pouvoir jouer en Ligue 1. Il y a peut-être également CVC qui a permis à Ajaccio de pouvoir s'attacher plus ses services de joueurs comme Romain Mouma en payant des salaires. Cette aide financière qui a quand même beaucoup aidé les clubs avec les 16,5 millions d'euros, je crois, touchés par Ajaccio. On touche également la même somme quand on descend en Ligue 2. On aurait pu toucher 33 millions si on restait en Ligue 1. Mais voilà, Romain Mouma qui quitte l'AS Saint-Etienne, c'est très très difficile pour moi à dire parce que vraiment, j'adorais ce joueur, mais bon, c'est comme ça. Vous le savez, je l'avais déjà évoqué que j'aurais aimé qu'il reste. Il y a mon cœur qui parlait, bien sûr. Mais il n'y a pas que mon cœur, c'est parce que je pense qu'il aurait pu aider ces jeunes en Ligue 2. On part sur un nouveau projet. Des joueurs comme Romain Hamouma qui connaissaient bien le club. Pour moi, ils auraient vraiment pu aider ces joueurs à se projeter dans la situation de l'AS Saint-Etienne pour nous aider dans ce projet et remonter en Ligue 1. Il y a bien évidemment d'autres personnes qui disent que Romain Hamouma était trop blessé, il ne servait à rien. Bien sûr, je comprends cet avis. S'il restait en Ligue 1, si on restait en Ligue 1, j'aurais dit qu'il devait quitter l'AS Saint-Etienne parce que pour le coup, il ne nous aurait plus rien apporté, vu comme on l'a vu encore cette saison. À chaque fois, Romain Mouma, on se dit c'est bon, il va faire une saison pleine, il va pas être blessé. Mais finalement, on nous annonce qu'il est absent pendant une semaine, 2 semaines, et c'est 3 mois que Romain Mouma est absent. Ça a vraiment été son souci, toute sa carrière, ses blessures. Il avait vraiment pu faire, je pense, une très très belle carrière s'il n'avait pas eu tous ces soucis avec les Verts ou dans sa carrière personnelle. De toute façon, c'est pas Saint-Etienne qui a joué sur ses blessures, c'est juste que tout simplement, c'est un joueur qui est beaucoup trop fragile. Il a livré une interview sur le site d'Ajaccio à son arrivée. Il y a une phrase qui m'a fait quand même un petit peu mal et je vais vous la lire.
Il avait dit « J'avais à cœur de terminer la page correctement avec Saint-Etienne ». J'ai l'impression que, à moins que ça ait été mal formulé, mais j'ai l'impression qu'il juge qu'il a bien terminé la page avec Saint-Etienne. C'est ça que je trouve très bizarre parce qu'il ne pouvait pas plus mal la terminer. Saint-Etienne descend en Ligue 2. Vous avez tous les circonstances de cette descente. C'était le pire des moyens de quitter les Verts. Personne ne savait son départ. Ça a été vraiment annoncé en quelques heures. C'est 90 Football France qui a annoncé ce départ. Et puis 40 minutes après, on l'a vu avec le maillot d'Ajaccio. Il tenait le maillot dans ses mains. La photo que je vais vous mettre d'ailleurs là. Mais voilà, ça a été annoncé vraiment très rapidement. Personne ne s'y attendait. Mais vraiment, ce départ, je pense que voilà, il a surpris beaucoup de personnes. Et malheureusement, pour moi en tout cas, pour ma part, Roma Muma quitte le club. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense aussi qu'à chaud, il y a mon cœur qui parle. Ça me fait mal de voir Roma Muma. J'arrive pas à imaginer qu'il quitte l'AS Saint-Etienne alors que quand il est arrivé, j'avais 10 ans. Donc j'ai vraiment connu Roma Muma. Pour moi, quand je me souviens vraiment des années Saint-Etienne, c'est Roma Muma, ce joueur qui m'a complètement marqué. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, c'est un joueur qui restera pour moi un des meilleurs joueurs de ces dernières années, malgré le fait qu'il a été trop souvent blessé. Il nous a quand même permis de jouer la Coupe d'Europe, d'avoir de très bons matchs en Coupe d'Europe, de belles affiches lors des dernières saisons, même si ça fait un petit moment que ça va un peu plus mal en Coupe d'Europe. Donc bonne continuation à Roma Muma. Malheureusement, il joue un projet, je trouve, moins intéressant qu'à Saint-Etienne, où il aurait pu nous aider à remonter en Ligue 1. Là, il va jouer le maintien en Ligue 1 avec Ajaccio. Il y a 4 clubs qui vont descendre, donc ça va faire très mal, ça va être dur pour Ajaccio de se maintenir. En tout cas, c'est son choix, on doit le respecter. Il a une clause normalement qui lui permet de réintégrer l'AS Saint-Etienne une fois sa carrière terminée pour rejoindre le staff. Je crois qu'il voulait plus être au niveau des entraîneurs, des attaquants, Roma Muma. Donc en tout cas, voilà un départ acté pour Roma Muma. Après déjà celui d'Arnaud Nordin qui a été officialisé, c'est désormais Roma Muma. Donc 2 joueurs qui étaient en fin de contrat. Et il y en a beaucoup des joueurs qui sont en fin de contrat. Timothée Kolo-Djezak. Il y a également Wabi Kazri. Et c'est pareil, il est sur le départ. Il est annoncé du côté de Montpellier, tout comme Denis Bouanga. Mais le président de Montpellier, Laurent Nicolas, a démenti l'information de Denis Bouanga en disant que pour l'instant, ce n'était pas le profil recherché. Pour Wabi Kazri, il n'a pas démenti cette information. Donc, on peut penser que Kazri, c'est bien parti. En tout cas, les négociations concernant Wabi Kazri seraient bien en route, elle serait bien partie pour qu'il parte du côté de Montpellier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne restera pas à Saint-Etienne, les Verts qui ne peuvent pas se permettre de prolonger un si gros salaire. Au niveau des autres joueurs, comme Timothée Kolo-Djezak, comme Riyad Boudbouz, pour l'instant, il n'y a rien d'évoqué. On ne sait pas quel club ils vont rejoindre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne seront pas prolongés à Saint-Etienne. Ils ne seront plus là. Il y a également Miguel Trauco qui intéresserait le club turc de Beşiktaş. Ouais, c'est ce club turc-là. Et il y a également d'autres clubs européens qui seraient sur le coup. Lui qui voudrait rester sur le continent européen parce qu'il juge qu'il prendrait plus d'expérience que s'il retourne dans son continent de l'Amérique du Sud. Lui qui évoluait à Flamengo avant de rejoindre les Verts. En tout cas, il voudrait rester en Europe. Ça lui permettrait tout simplement d'acquérir de l'expérience pour sa sélection. On sait que c'est quelque chose qui est très important pour Miguel Trauco, lui qui était souvent au Pérou, malgré le fait qu'il jouait à Saint-Etienne. Ça, vous l'avez tous vu. C'est pour ça qu'il jouait. Souvent, il ne jouait pas. Même quand il était blessé, il partait avec sa sélection. Donc ça a dérangé pas mal de personnes. Et c'est tout à fait normal. Il y a également Michael Nadé. C'est le joueur qui serait le plus convoité lors de ce mercato stéphanois. Il y a beaucoup de clubs, notamment des clubs étrangers qui seraient sur le défenseur stéphanois, qui ne seraient pas retenus en cas de belle offre. Je rappelle que ces informations ne viennent pas de moi. Et Seydou Sow également qui intéresserait d'autres clubs et qui aurait notamment été proposé à Liverpool. Mais voilà, sur cette information, il faut prendre un peu plus de recul parce que c'est quand même un petit peu bizarre de s'intéresser à Seydou Sow de la part de Liverpool. Mais je pense que d'autres clubs vont se pencher sur ces joueurs. Donc voilà, concernant le mercato, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On va passer au dernier volet de cette vidéo. On va tout simplement parler de l'actualité stéphanoise. Et oui, l'actualité, ce n'est pas que le mercato. Il y a plein d'autres choses. Il y a le calendrier de Ligue 2 qui a été dévoilé. Il y a également un stage qui a été programmé, des matchs amicaux. Bref, il faut préparer cette saison 2022-2023 pour remonter le plus rapidement possible en Ligue 1. Tout d'abord, les Stéphanois ont annoncé en ce début de journée, que j'annonce, donc mardi, pour vous c'était hier, qu'il y aura un stage du côté de la Plagne. Ça, on le savait, mais on connaît les dates. Ce sera du mardi 5 au samedi 9 juillet. Donc la station de la Plagne, nouveau partenaire de l'AS Saint-Etienne depuis 2-3 mois. C'était fin mars que cela s'est fait. En tout cas, les Verts qui vont partir 4 jours là-bas, 5 jours pour tout simplement préparer cette saison de Ligue 2.
Pourquoi partir à la Plagne? Parce que c'est une station qui se situe en altitude. Ils vont jouer sur un terrain de 9000 m², sur un domaine de 9000 m² à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est très important de se préparer dans ces conditions-là à haute altitude, donc entre 1500 et 2000 mètres, c'est là qu'on commence à avoir des bénéfices. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'oxygène. En réalité, c'est pas vraiment un manque d'oxygène, c'est parce que la pression atmosphérique, elle est plus faible. Donc au final, il y a moins de molécules d'oxygène. C'est ça le truc. Donc il y a moins de molécules, donc il y a moins d'oxygène dans ces molécules. Et le corps, en fait, il a des contraintes. Il va essayer de s'habituer, il va essayer de trouver des choses pour contrer ce manque d'oxygène. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une hormone, donc l'érythropoïétine, qui va se synthétiser. Je pense que vous connaissez tous cette hormone, peut-être pas avec le nom que j'ai évoqué, mais c'est l'hormone, c'est l'EPO. Donc cette hormone qui a fait beaucoup débat, notamment dans le cyclisme en 1998 avec l'affaire Festina. C'est une hormone qui va permettre de synthétiser plus de globules rouges, donc ça va faire passer plus d'oxygène dans le sang. Attention, là c'est pas pareil, parce que c'est pas des injections, donc elle est légale, elle est fabriquée à plus faible quantité. Dans tous les clubs, dans des clubs notamment de cyclisme, ça se fait beaucoup des stages en altitude pour avoir plus d'oxygène dans le sang. Donc cette molécule, donc l'EPO, elle va permettre de produire plus de globules rouges. Donc les globules rouges, ils contiennent des protéines qui s'appellent les hémoglobines. Et c'est là-dessus que ça va jouer, parce que les hémoglobines, c'est ce qui transporte l'oxygène, donc du sang. Donc l'oxygène arrive déjà dans les poumons, bien sûr. Après, elle est transmise dans le cœur, elle passe dans le sang, elle va dans les artères, donc via le sang, les artères, ça va dans les muscles, et c'est l'oxygène qui arrive dans les muscles qui nous importe. Donc plus il y aura d'hémoglobine, comme il y a plus de globules rouges, plus l'oxygène va être transporté facilement et plus elle va arriver vers les muscles. Donc comme il y a des contraintes avec l'altitude et qu'il y a un manque d'oxygène, le corps va produire plus de globules rouges et donc il y aura plus d'oxygène qui va arriver au niveau des muscles pour avoir assez d'oxygène tout simplement pour fournir les efforts nécessaires. D'où l'intérêt de ces entraînements en altitude qui vont augmenter la VO2 max, donc c'est le volume maximal d'oxygène qu'on est capable de prélever, d'utiliser durant un effort qui va être intense, un effort d'endurance. Et c'est ça ce qui va être recherché par le club, donc d'améliorer ces qualités-là et d'améliorer cette diffusion d'oxygène. Ces effets, ils sont visibles jusqu'à quelques semaines après le début de la préparation, donc quand le championnat de Ligue 2 va reprendre. Donc voilà, c'est ça le bénéfice des entraînements d'altitude. C'est tout simplement, via le PO, de produire une plus grande quantité d'hémoglobine qui va faire circuler plus d'oxygène. Et ça va permettre d'avoir plus d'oxygène dans les muscles parce que ces effets, ils sont toujours en cours quand on va redescendre ensuite en plaine. Donc il y aura toujours plus de globules rouges dans le sang. Et au final, même quand on en a assez, quand on redescend en plaine, parce que le taux d'oxygène, il va redevenir normal quand on va revenir à Saint-Étienne, quand les joueurs vont venir à Saint-Étienne, parce que moi je suis pas au stage. Et ensuite, du coup, il va y avoir plus d'oxygène dans leur sang et ils vont avoir une meilleure préparation estivale. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais en gros, l'objectif, voilà, c'est tout simplement d'augmenter la quantité d'oxygène dans les muscles pour produire des efforts plus intenses à VO2 max chez les joueurs de Saint-Étienne. Ces entraînements-là, ils se font vraiment beaucoup, hein, notamment dans le cyclisme. On voit les Colombiens, ils sont très très forts, notamment en montagne, parce qu'ils ont cette habitude à vivre à 2, voire 3000 mètres d'altitude. Et là, leur corps arrive à vraiment faire circuler plus d'oxygène dans leur sang. Et pour eux, c'est plus facile de produire des efforts intenses à très haute altitude. Donc voilà, ça c'est bien sûr légal, comme ce n'est pas des injections et c'est à plus faible quantité. Les injections, c'est des choses qui sont très dangereuses, parce que quand on s'injecte de l'EPO, en fait, le sang il va devenir beaucoup plus visqueux comme il y a plus de globules rouges. Et ça peut faire que les artères, elles se bouchent et ça peut provoquer donc des infarctus, des AVC. C'est très dangereux, mais là, ce n'est pas des injections, bien sûr qu'ils vont faire. Et ça se fait partout, donc pas de souci pour ça. Et les stages en altitude, c'est vraiment quelque chose qui est très très bénéfique. Donc voilà pour ce stage en altitude à la Plagne. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Ensuite, au niveau des matchs de préparation, il y en a un qui a été programmé. C'est contre le Puy Foot. On le savait déjà qu'il y avait ce match qui allait être prévu, mais Saint-Étienne l'a officialisé. Ce sera le 12 juillet à 19 h. Ce sera au Puy-en-Velay. Je ne connais pas les tarifs du match. Ce sera au stade Charles Massot. Les prix qui vont certainement être communiqués, à mon avis, ça va être du genre 5 € pour aller voir cette rencontre. J'en ai aucune idée, mais à mon avis, ça va être à peu près ces tarifs-là. Le Puy Foot qui a été promu en National, Saint-Étienne qui descend en Ligue 2. On s'était déjà affronté la saison précédente alors qu'ils étaient en National 2 et nous en Ligue 1. On voit que là, le niveau se resserre. Il n'y a plus beaucoup d'écart entre ces deux équipes au niveau de la division.
Et il y a bien sûr ce calendrier de Ligue 2 qui a été dévoilé. Il a été dévoilé ce vendredi. Alors, qu'est-ce que ça va être nos matchs? Donc déjà, bravo à Mohamed Toubachter qui nous a dévoilé les 2 premières rencontres avant que le calendrier sorte. Le Progrès qui nous a également dévoilé la dernière rencontre. Les Verts qui vont commencer leur Ligue 2, ce sera du côté de Dijon. Donc ça ressemble à une affiche de Ligue 1, ce sera le 30 juillet. Ensuite, ils vont se déplacer à Nîmes. Donc ça peut toujours ressembler à de la Ligue 1. Ce sera le 6 août et c'est là que ça commence à piquer un peu. Ce sera contre Quevilly, Rouen, ce sera là-bas, ce sera le 13 août. Et les matchs qui vont s'enchaîner. La phase retour, ça va commencer contre Sochaux le 28 janvier. Et je rappelle qu'il y a la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui se dispute en novembre, décembre. Du coup, ça va beaucoup jouer sur le calendrier de Ligue 2 qui a été complètement modifié. On va plus jouer à partir du 12 novembre. Donc le 12 novembre, ce sera notre dernier match contre Rodez. Et après, on va jouer pendant la période hivernale, notamment le 26 décembre, où on va avoir le derby du côté de Annecy. Et le 30 décembre, du côté de, on va affronter Caen à Geoffroy Guichard. On va avoir 2 matchs qui vont être entre Noël et l'an, chose qui ne se faisait pas quand on était en Ligue 1. C'est notre Boxing Day à nous, comme il se passait en Première Ligue les années précédentes. Là, ça va être la même chose du coup en Ligue 2 cette saison à cause de la Coupe du Monde. Et on finit à domicile. Ce sera le 2 juin, le championnat qui va donc finir très tard à cause de la Coupe du Monde. Et ce sera contre Valenciennes à Geoffroy Guichard. Espérons qu'à ce moment-là, les Verts seront promus déjà en Ligue 1. On va espérer, c'est l'objectif de la saison avec ce nouveau projet, avec Laurent Batles et peut-être avec les nouveaux investisseurs. Il faut d'ailleurs en parler puisqu'il n'y a pas énormément d'informations qui fuitent. Comme le disait un certain Romain Molina, c'est bon signe parce que ça montre que le projet est sérieux. Mais ça peut faire un peu peur en même temps et ça je le comprends parce que moi aussi ça me fait peur. On se dit qu'on n'a pas d'informations, donc est-ce que ça avance vraiment? Apparemment ça a l'air d'être le cas. Les représentants de Blitzer étaient du côté de Saint-Etienne où ils ont visité notamment le stade, l'Etra, la semaine dernière. Apparemment ça ne s'est pas forcément bien passé avec Roumeillet selon l'équipe. Mais attention, on prend ces informations avec des pincettes, on ne sait pas si c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, notamment du côté de l'équipe à chaque fois dans les informations citées. Mais normalement ça a l'air d'avancer, espérons que ça se fasse. Normalement ça devrait être annoncé avant le 30 juin, la vente de l'AS Saint-Etienne. On va voir si Blitzer a un projet. Bien sûr, je ne vais pas faire une vidéo tout de suite où je présente Blitzer parce que si la vente ne se fait pas, je ne vais pas faire des vidéos pour rien. La vidéo, elle est déjà préparée, elle est en préparation, elle est bien avancée et je la sortirai au moment où Blitzer achète le club, si il l'achète. Donc voilà pour ce calendrier. Et bien sûr, il y a toujours ces sanctions. C'est la semaine où on va connaître les sanctions après le barrage contre Auxerre. Ce sera le 23 juin qu'on va être jugé devant la commission de discipline. Je rappelle qu'Evêque a annoncé de très lourdes sanctions pour les Verts, notamment des matchs délocalisés pendant 3 à 6 mois, peut-être même délocalisés et à huis clos. Ça pourrait être du côté de Guignon. Et ensuite, il va y avoir peut-être un retrait de points. Ce serait certainement avec sursis. Donc on éviterait quand même ce retrait de points. Et il y aurait des interdictions de déplacement. Mais ça, on a l'habitude du côté de Saint-Etienne. Donc voilà, pour moi c'est terminé. J'ai fini avec cette vidéo actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne suite de semaine. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur l'actualité certainement très prochainement. Peut-être pour la vente. Je ne sais pas, en fonction de ce qui sort. J'essaye de plus faire des vidéos pour rien, comme je vous l'ai dit. Je parle vraiment des choses les plus sérieuses possibles. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on n'oublie pas, allez les Verts, salut à tous!